Alors maintenant, nous allons passer au passage récréatif de la vidéo, puisque nous allons attaquer d'abord la notion de désinformation. Alors bien sûr, on le constate, et c'est logique que les gens soient indignés sur la mort de Navalny, qui est arrivée de manière très très brutale, hein, et qui a surpris tout le monde. Je pense même qu'elle a surpris d'ailleurs les dirigeants russes, hein. Mais ça, on verra ensuite quels seront les éléments que l'on pourra avoir en termes d'explication sur cette mort. En tous les cas, comme chaque fois, on est face au double standard. C'est que l'indignation pour Navalny n'est pas forcément l'indignation pour la mort du journaliste russe, pardon, américain qui est mort dans les prisons ukrainiennes il y a 2 mois environ. Ouais, c'est ça. C'est ça, 2 mois. Et de même que, donc, il y a toujours ou Julian Assange qui risque, s'il est extradé, 175 ans de prison aux États-Unis. Donc, il y a également un prisonnier politique, hein, Julian Assange. Donc, cette indignation, elle est, on va dire, dirigée et puis à géométrie variable. Et c'est un petit peu comme les victimes. Il y a les bonnes victimes et les mauvaises victimes de la guerre. Il y a celles dont on parle et celles dont on ne parle pas. Alors, à cette occasion, moi, la partie de tennis, oui, mais ben, on l'a vu avec le Moyen-Orient. Vous n'avez rien dit sur le 7 octobre, donc vous ne pouvez pas rien dire sur le massacre de Gaza, etc. C'est pas très intéressant. En revanche, dès lors que ça se passe chez nous, je regarde et je vois que beaucoup des gens qui se sont précipités, je ne parle pas de ceux dont j'attendais rien, je pense à Libération, par exemple, ou d'autres, hein, ou à Bernard Guetta, mais d'autres qui ne sont pas au pouvoir aujourd'hui, qui se prétendent dans l'opposition. Je pense d'une part à Mélenchon, de l'autre côté à Bardella, à Zemmour. Ils ont tous foncé sur Navalny. Je les ai jamais entendus, sauf Mélenchon, dire quoi que ce soit sur Assange. Quant à Gonzalo Lira, ils n'ont simplement jamais entendu parler de ce malheureux. Donc, c'est ça le problème. C'est le double standard chez nous qui démontre la pusillanimité, qui démontre la veulerie de notre personnel politique. La soumission aussi, le manque de courage, parce que par moment, s'opposer face au nombre, il faut faire preuve de courage. Avoir des principes. Alors, maintenant, notre excellente députée européenne, Nathalie Loiseau, n'a pas manqué de s'exprimer sur ce soir, donc sur la cinquième chaîne. Ah, c'est ça, ouais, c'est la cinquième chaîne, c'est ce soir. Et parce que moi, je ne regarde pas ces chaînes, je les regarde que lorsqu'il y a des encarts sur Twitter, sur X. Donc, globalement, si je résume, Nathalie Loiseau, ses propos, c'est: je suis bête, nous sommes bêtes, les dirigeants européens, nous, les Français, savons que vous êtes bêtes, ils, les Russes, les Américains, les Ukrainiens, savent que vous êtes bêtes, parce qu'il est clair que les Russes, les Américains, les Ukrainiens savent manipuler les dirigeants européens. Vous ne savez pas que vous êtes bêtes, vous ne savez pas que nous savons que vous êtes bêtes, et surtout, ce qui est inquiétant, c'est que face à tant de bêtises, nous sommes très inquiets, en fait. Alors, Madame Nathalie Loiseau, qui a été directrice de l'ENA, non, mais je rêve, elle a été directrice de l'ENA quand on voit son niveau, et qui reconnaît que ben, la guerre en Ukraine, on la regarde du fond de nos canapés. Mais pardon, toi, peut-être, oui. Hein, mais nous, on essaie de comprendre ce qui se passe. On essaye de voir dans ce réel, en l'analysant, quels seraient les intérêts de notre pays. Toi, tu es au fond de ton canapé. Non, mais misère, quoi. Misère, misère. Alors maintenant, le retour de l'excellent Gérald Yakovlev. Moi, je suis quand même étonné, hein, parce que tous ces experts qui ont dit tout et son contraire, et surtout son contraire, et qui ont surtout été des boussoles qui annonçaient le Sud, très souvent par idéologie et par une forme de fanatisme ou d'aveuglement par rapport à la situation qui était celle du terrain, eh bien, sont toujours invités pour commenter. Alors là, c'était sur Martichoux. Martichoux, c'est la papesse de la russophobie, hein, sur Ah, LCI. t'es chaud. Oui, c'est vrai, c'est la papesse, hein. Ah, bah Et oui. si tu veux, le matin, de temps en temps, j'écoute Martichoux pour voir à peu près le niveau de russophobie, hein. Et puis le soir, pour me marrer un bon coup, j'écoute Éric Brunet. Eh ben, on est bien barré avec ça. Hein. Oh, mon Dieu.
Parce Avec que Brunel, c'est... Yakovlev, c'est pas un imbécile du tout. Ah ben Lui, non. c'est un militant assez pervers d'ailleurs, hein, qui ressent une certaine jouissance à se moquer du monde, là, il a un compte à régler avec la Russie, je sais pas lequel, Ouais, c'est compte tenu familial, hein, je de. pense. Oui, C'est oui, oui, familial. je pense que c'est ça, mais je ne sais pas précisément lequel. Moi, j'ai eu un camarade il y a fort longtemps au PCF qui s'appelait Yakovlev, c'est peut-être un membre de sa famille, et qui était effectivement descendant de Russes blancs. Donc, le problème, c'est que je crois que euh, il a ce compte à régler parce que lorsqu'il intervient sur le Moyen-Orient, il est beaucoup moins atlantiste, il est beaucoup moins pro-américain. Il dit un certain nombre de choses, un certain nombre de vérités, et parfois il est brutal vis-à-vis d'Israël. C'est assez étonnant. C'est assez Oui, oui, étonnant. d'ailleurs, il avait parlé de solution finale pour les Palestiniens très, très rapidement, hein. Et Ouais. Darius Roujbin l'avait repris, hein, parce qu'en fait, il a toujours quand même des paroles qui sont outrancières. C'est son style, hein, je pense. C'est Oui, la oui, 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 la punchline. punchline. La punchline. Son compte Twitter, c'est la punchline de Ouais, mais je ne Yakovlev. sais pas, je ne le vois plus, il m'a bloqué, hein, parce qu'apparemment, j'étais plus punchlineique que lui. Mais bon, peu Ah importe. ben moi aussi, j'ai dû être bloqué parce que je ne le vois plus passer. En tous les cas, il a reparlé des pertes russes, hein, de ces fameuses pertes russes qui sont astronomiques sur la Vitka. Donc, quand on veut avoir une idée à peu près sérieuse des morts, je parle dis bien des morts russes Hmm. pour la guerre, depuis le début de la guerre, toutes forces confondues, il faut regarder le site Mediazona, hein, qui travaille pour la BBC. Et on voit là, sur la gauche, les tendances. Et ces tendances, euh, alors on peut critiquer après la valeur absolue qui est donnée par le site, qui fait un travail très très sérieux, hein. Mais ensuite, les tendances, on ne peut pas les nier. On voit très bien les tendances qui sont en rapport avec les moments forts de la guerre. Et on voit que le pic de Bakhmut est très visible, tout comme le pic au début de la guerre avec les combats autour de Kiev. Et on peut constater que pour l'instant, même si il considère ce site qu'évidemment, il y a certainement des décès qu'ils n'ont peut-être pas pu voir, hein, il travaille beaucoup sur les réseaux sociaux et sur les annonces faites dans les journaux des différentes régions russes, eh bien, on est à 40 460 morts pour la guerre. Donc, l'excellent Nicolas Tanzer, je pense qu'il a sorti son livre, que peut-être une grosse dizaine de personnes va acheter et lire. Alors peut-être qu'il a imposé en achat à ses étudiants de Sciences Po, c'est ce que font souvent les profs, hein. Ça leur fait au moins quelques centaines de lecteurs. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est un petit peu inquiétant quand même, dans la mesure où il enseigne à des jeunes. Et le pouvoir d'influence des professeurs, quand même, euh, face à des jeunes cerveaux, peut être assez important. En tous les cas, sa dernière intervention a suscité de nombreuses réactions, hein, que ce soit de la part de Régis Le Sommier ou alors de Caroline Galacteros. Donc, c'est vrai que tous ces en guerre qui commencent déjà eux-mêmes par payer de leur personne ou alors en envoyant éventuellement des gens proches de leur famille ou leurs enfants, par exemple, leurs fils. Lui, il a pris un coup de lune, hein. Tenzer, Ouais. il est halluciné maintenant. Il Mais y a un de toute côté façon, halluciné dans ses oui, interventions. il est halluciné de plus en plus. Ouais. Et il a un petit côté, le côté exalté. Alors, Guetta, c'est un niveau en dessous, mais lui, vraiment depuis le début. Et puis, il travaille avec l'excellente, comment elle s'appelle, la vieille dame, là, j'ai oublié son nom, là. Ah, Hades Janina. Clussi. Oui. Bon, bref, Ah, j'ai des mais problèmes de mémoire en ce moment. Moi, tu vois qui je veux parler, là, hein, de oui, qui oui, je oui, parle. bien sûr. Parce qu'il a son journal Desk Russia, c'est pareil, hein. Hades Clussi. Je ne sais pas qui lit ce truc-là, tu vois. C'est un peu comme le journal, entre guillemets, macroniste, c'est quoi, qui a été, où il y a, mince, bon, peu importe, ça me reviendra. C'est une feuille de chou que personne ne lit, pareil. Alors, quid de D'accord. Franc-tireur. Franc-Tireur, voilà, Franc-Tireur. Euh, le journal de combat, Franc-Tireur, voilà. C'est le journal que personne ne lit, mais que tout le monde subventionne. C'est vrai? Ça, c'est une vraie question aussi. Eh ben oui, bien sûr. Je pense il y a un projet de revue soi-disant intellectuelle qui a été lancé qui s'appelait Cometa.
hein. Pour parler de l'Est, il y avait uniquement des écrivains ou des journalistes euh, pro-ukrainiens et russophobes atrabilaires, avec des moyens importants. Ils ont eu une couverture médiatique, enfin de publicité, de choses comme ça, et pas moyen de savoir d'où venait l'argent. Si, alors ça peut être de chez Soros, j'en sais rien, j'accuse pas, mais oui, c'est de la subvention pure. Et d'ailleurs, celui qui fait ça, concernant Franc-Tireur, c'est Kretinsky, qui est l'oligarque tchèque et qui est également propriétaire de Marianne. Et qui avait donc exigé en 2022 qu'on change la une de Marianne pour en faire une pro-Macron. Ouais, Liberté de bon, la presse. ouais, c'est vrai. Bon, maintenant, Marianne, c'est quand même un hebdomadaire qui est plutôt Oui, critique. oui, 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 absolument. Mais ça, c'est grâce à Natacha Polony, hein. Exactement, grâce à Natacha Polony, qui est une femme, une journaliste très courageuse, hein, dans ses prises de position et dans ses éditoriaux, et qui n'a pas peur de s'opposer à la meute de ses confrères, à la meute, ou plutôt au troupeau. La meute, c'est, je dirais plutôt le troupeau. Bon, pour en revenir à la désinformation, il faut se rappeler de cet épisode du 24 janvier avec l'Ilyushin 76 qui a été abattu au-dessus de l'aérodrome de l'aéroport de Belgorod et tous les discours qui ont été tenus, hein. Bien sûr, c'était les Russes qui s'étaient tirés dessus. C'était un Ilyushin qui transportait des munitions. Il ne transportait pas de prisonniers. Bref, bref. 2 semaines après, alors je ne parle même pas du plateau de Martichoux, hein, 2 semaines après, enfin 2 semaines après, quasiment un mois après, ce que l'on apprend, c'est que les Ukrainiens demandent la restitution des corps des prisonniers qui étaient dans l'Ilyushin 76. Alors, on va rappeler que la Russie a saisi le Conseil de sécurité en demandant une enquête sur ce qui s'était passé. La France y est opposée. La France y est opposée. Toutes les chaînes d'infos ont dit que c'était un coup des Russes. Ils ont peut-être invité je ne me rappelle plus comment elle s'appelle non plus. On n'est pas avec les noms propres, il y en a tellement. Journaliste qui a écrit un livre pour expliquer que Nord Stream 2, c'était les Russes. C'était un vieux complot. Il l'avait construit pour le faire exploser, en fait, etc. Ah oui, oui, c'est une journaliste, hein, oui, que j'ai vue sur les plateaux d'ailleurs. Van Rettegem ou quelque chose Oui, comme ça, oui, je oui, crois. ça c'est Hein. formidable aussi. Oui, oui. Et Voilà. donc, nous, on s'y est. Donc, toute notre presse a prétendu que c'était bidon. Et puis, il y en a eu un certain nombre d'autres. Hein, Monsieur Amourski, Monsieur Titelman, je cite le bas de gamme, qui, alors là, il ricanait, tout ça, c'est des mensonges, etc. Croyez-vous qu'ils ont rectifié en disant ah ben non, finalement, non, 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 pas du tout. Hein. Et alors, derrière eux, il y a tous les fameux NAFO, hein, tous les pro-ukrainiens qui avaient ricané, moyennant quoi, ben non, c'était un échange. Alors, la seule question qui reste aujourd'hui, les Russes avaient raison, c'est est-ce que c'est un acte volontaire ou est-ce que c'est une erreur? Un tir ami, entre guillemets. La seule Ça, question qu'on peut se poser, c'est celle-là. Est-ce que c'est une erreur ou est-ce que c'est un acte volontaire et comme une forme de message vis-à-vis des Ukrainiens qui se rendraient un petit peu trop souvent ou trop rapidement ou c'est ça. C'est la seule question qu'on peut se poser sans faire de complotisme, c'est tout. Mais on a posé la question. oui, voilà. Alors maintenant, toujours le grand sujet du moment, c'est et si la France partageait sa défense nucléaire avec les autres pays européens. Donc c'est l'article du non moins excellent Jean Daumercier dans l'opinion, qui devient une forme d'agent d'influence, hein, sur des sujets quand même que normalement il devrait bien connaître, puisque c'est quand même un journaliste qui officie dans le domaine de la défense depuis de nombreuses années. Et il suffit pour cela qu'il relise les livres écrits par les penseurs de la force stratégique nucléaire française pour comprendre que c'est une hérésie complète, et pas tellement au travers de la notion d'intérêts vitaux, mais surtout la notion de sanctuarisation du territoire national. Alors maintenant, puisqu'on parle des ingérences russes au travers des comptes
de médias complètement obscurs que personne ne consulte, ou alors sur Telegram. Alors, au passage, hein, puisque j'ai remarqué que la censure, c'est toujours stupide, la plupart des comptes Telegram en français qui ont été censurés depuis hier, ils sont réactivés, mais sous un autre nom, hein. Donc, bref. Ça peut durer longtemps, hein, cette petite guerre, hein. Bon. Non, mais je t'assure, hein. Non, je sais bien. Voilà. Et entre parenthèses, des comptes qui étaient quand même assez virulents comme RT France, parce qu'RT France, quand même, souvent il y a du lourd, hein. Donc, eux, ils n'avaient pas été censurés. Mais bon, bref, passons. Et puis ceux qui sont en anglais n'ont pas été censurés. Bon, très honnêtement, la plupart des gens maintenant parlent anglais. Et puis même, s'ils ne parlent pas anglais, ils font copier-coller du texte, ils font traduction en Attends. n'importe quelle langue, hein. Moi, il y a une traduction automatique. Ouais. Oui, il y a du russe et de l'anglais. Moi, j'en ai besoin, je parle aucune langue étrangère, hein, et donc, je me sers de ça, effectivement. Ouais. Tu ne parles pas de langue étrange comme notre ministre des Affaires étrangères? Oui. La méchanceté, hein, ça fait plusieurs fois que je l'entends, Hervé Carès parler du petit ministre. Oh là là Le là petit là là là. Stéphane, le petit C'est Stéphane. le Bon, petit Stéphane. Et pour en revenir maintenant aux vraies ingérences, enfin pas aux vraies ingérences, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'ingérence d'autres pays comme la Chine ou la Russie, en fait, en France, ou des capacités d'influence. On est dans le domaine des compétitions ou des affrontements sur des périmètres très particuliers. Mais le pays qui nous fait le plus de mal sur le plan de la guerre économique, c'est les États-Unis. Et ça, c'est factuel. Et c'est un rapport de janvier 2024 qui vient de sortir, hein, qui a été réalisé par des officiers de la DGSI, la Direction générale des services intérieurs. Donc, voilà, donc ça, c'est la réalité opérationnelle des ingérences et des influences sur le plan de la guerre économique. Et c'est ce qui nous fait le plus mal, hein, d'Alstom à la BNP, bref, j'en passe, et des meilleurs. Donc voilà la réalité, et puis la différence entre la réalité et puis une réalité, mais une autre réalité qui est largement fantasmée. Alors maintenant, on en revient à cette fameuse censure des comptes Telegram. Donc moi, je vois trois raisons à cela, et puis trois éléments de réflexion surtout. D'abord, ces comptes Telegram, ils étaient consultés même par les journalistes de LCI, parce que quand on voulait avoir de l'information, je dis pas de l'information un petit peu disruptive et qu'on ne voyait pas ailleurs, il fallait aller dessus. Ensuite, je rappelle que la censure est toujours contournable, d'ailleurs ce qui est en train de se passer, hein, puisque la plupart des comptes qui ont été censurés, ils sont en train de se recréer sous d'autres noms. Il y en a déjà un qui a été recréé, je l'ai vu au jeu ce matin. Ce n'est pas forcément un bon signe sur la pluralité de l'information, parce que ça veut dire que uniquement la propagande, entre guillemets, ukrainienne, parce que les deux font de la propagande de toute manière, et même nous d'ailleurs, malheureusement, alors qu'on n'est pas en guerre, avec sa propre novlangue est accessible. Et puis surtout, cela atteste, et ça c'est à mon avis l'élément le plus important, c'est que toujours rechercher quelle est la réalité qui se cache derrière une information. C'est que la situation du front ukrainien, à mon avis, est dramatique et peut-être plus que celle que l'on peut imaginer. Et d'où le désarroi et la tension des alliés européens de l'Ukraine face à une impasse stratégique et peut-être même un échec stratégique à terme. Maintenant, toujours pareil, il y a toujours des journalistes qui sont courageux. Et donc ça, c'est un ancien de l'équipe de RT France. Et je rappelle que lorsque RT France a été interdite d'activité sur le territoire, bon, on a créé du chômage, hein, au moins chez des journalistes. Et jusqu'à preuve du contraire, ils n'avaient pas enfreint aucune des lois de l'ARCOM. Ça a été une décision que l'on peut considérer comme un petit peu exagérée, hein. Parce que de toute manière, après, les personnes qui cherchaient, qui suivaient RT France, ils sont allés chercher l'information ailleurs. De ce type-là, ce type d'information, un petit peu sorti de son contexte par rapport à ce qui est véhiculé par les médias nationaux. Et donc, lui, il a posé une question lors du point presse hebdomadaire du gouvernement, à la porte-parole du gouvernement, qu'en était-il de Nord Stream? En parlant des hypothétiques menaces russes, il a dit qu'en était-il de Nord Stream? Est-ce qu'ils avaient des informations? Évidemment, elle a eu du mal à répondre. Je pense que sa question était un petit peu, pas maladroite, mais un petit peu hors contexte. Mais en tous les cas, on a pu noter la gêne de la porte-parole du gouvernement. Enfin, deuxièmement, concernant également les opérations de désinformation par les agences de presse ou de relations publiques, bien sûr, c'est la fameuse connexion
et la complicité avérée entre Poutine et Trump, qui ne repose absolument sur rien. Et d'ailleurs, les soupçons d'ingérence dans l'élection de Trump de la part de la Russie ont été complètement démontés par la justice américaine. Et il a été prouvé que c'était des manœuvres d'ailleurs qui avaient été plus ou moins également euh, mises en place par le FBI. Donc on est sur également des manœuvres qui sont propres à la politique américaine, notamment au clan démocrate, parce qu'il est vrai que Trump les déstabilise beaucoup, comme il déstabilise d'ailleurs tout le monde, puisque Poutine a dernièrement déclaré qu'il préférait avoir affaire à Biden, qui était prévisible, que à Trump qui était imprévisible. Hervé, Poutine, il se fout du monde, hein. Je prends mes responsabilités, mais il a fait donc une autre interview après, dans un autre contexte, et puis il a dit qu'il préférait Biden alors qu'il avait refusé dans l'interview Carlson en disant non, non, c'est vos affaires, etc. Il a dit oh, moi, je préfère Biden. Moi, non, quoi, le Trump s'est précipité là-dessus en disant c'est qui le meilleur pour défendre les intérêts américains, hein. Je pense que c'est une manipulation poutinienne, ça, hein. Je pense que Ou il de se l'humour dit, russe, mais peut-être. pardon? De l'humour russe. Oui, oui, tout à fait. Non, parce que je pense que ils savent, comme ce que dit Emmanuel Todd, mais enfin, qu'est-ce que vous croyez? Biden, Trump, c'est la même Amérique. C'est la même Bien sûr. Amérique avec toutes ses difficultés, avec son imprévisibilité dans ce qui va se passer maintenant. Mais alors, le coup de oh, mais je suis pro-Biden et la réaction de Trump, ça c'est on n'est plus dans le théâtre, là, on est carrément dans le stand-up, hein. Alors maintenant, plus près de nous, je vais parler de l'ex-ambassadeur Claude Blanche-Maison, qui intervient souvent sur les plateaux de LCI et qui est toujours très, très virulent, hein, très, très, entre guillemets, russophobe ou anti-russe. Hein. Mais ça n'a pas été tout le temps le cas pour cet homme. Hein. D'abord parce qu'il a été consultant chez RT France pendant très longtemps. Et ensuite, parce que jusqu'en 2018, hein, dernière preuve de sa participation au dialogue franco-russe, il était très proche du dialogue franco-russe. Et je rappelle que la photo que l'on voit là, où il fait un exposé lors d'une conférence du dialogue franco-russe, c'est en 2018, soit 4 ans après l'annexion de la Crimée par la Russie. Donc l'annexion de la Crimée par la Russie, hein, considérée comme illégale sur le plan du droit international, ce qui est une réalité. Hein. Et là, ça ne le dérangeait pas, mais apparemment, il a préféré changer totalement de discours et venir cachetonner auprès de LCI, hein, de manière à mettre des légumes consistants dans sa maigre soupe, hein, et compléter sa pauvre retraite d'ambassadeur. Alors là, Hervé est très méchant, hein, mais je pense que malheureusement, il a raison. Alors, deux observations. La première, sur la photo, nous avons à l'extrême gauche, nous avons Jean-Robert Raviot, qui a fait une prestation chez nous il y a 8 jours, hein, à propos de son livre sur la Russie, que je recommande à nouveau, qui est vraiment extrêmement intéressant et qui est un sacré outil pour comprendre ce qui est en train de se passer. Ensuite, une deuxième observation concernant le mépris que tu soulignes, disant de Blanche Maison, disant euh, le Sud global, c'est les ex-alignés et les ex-colonisés. Non mais attends, c'est ce mépris, ce sentiment de supériorité occidentale qui nous a fait beaucoup, beaucoup de mal depuis 2 ans. Là, il a trouvé à s'exprimer. Tant les ex-colonisés, les ex-alignés, la Russie, première puissance militaire du monde, la Chine, première puissance industrielle du monde, l'Inde, qui est également, qui doit être la 7 ou Oui, 8e puissance industrielle du monde. oui. Mais comment on peut parler des gens de cette façon-là, enfin, d'autres pays qui sont pour certains d'immenses civilisations. Les trois que je viens de citer sont des États-civilisations, hein, l'Inde, la Chine, la Russie. Comment? Enfin, bien sûr, il y a des ex-colonisés, mais qui ont réussi à décoller. Bien sûr, il y a des gens qui ont souffert de l'Occident au 19e siècle. Ils s'appellent la Chine.
Et aujourd'hui, ils surclassent le G7 sur le plan industriel, c'est-à-dire notre petit Occident. Et voilà, on a un ambassadeur, enfin, qui a appartenu au corps diplomatique et qui vient exhaler son racisme, parce que profondément, c'est ça. Ouais, et puis on est vraiment Moi, dans ça me la, ouais, scandalise. on est dans la tartufferie quand même, hein. Alors, cet extrait, je l'ai récupéré parce que il m'a été inspiré par un compte Twitter qui est vraiment intéressant, la dictature du réel. D'ailleurs, il faudra que je t'en reparle de la dictature du réel. C'est celui qui collationne toutes les bouses. Ah oui, il m'en C'est a envoyé une. le spécialiste des bouses, hein. Donc, j'échange avec lui, donc il faudra que je t'en reparle, hein, puisque je lui ai parlé de ce dont on avait parlé. Tu sais. Voilà. Donc, c'est le spécialiste des bouses et je pense qu'il a une base de données qui est assez intéressante. Alors, maintenant, une vidéo également intéressante de Alexandre, je ne connais pas son nom, hein, Alexandre Frucien, hein, qui est expatrié depuis 16 ans. Il a fait une très très bonne vidéo. Bon, de toute façon, lui, il est en Russie depuis 16 ans, donc le système politique russe lui convient, hein. Mais c'est très intéressant puisqu'il fait les avantages et inconvénients de chaque système et pourquoi ce n'est pas une dictature, la Russie, mais c'est plutôt ce qu'il appelle une démocratie autoritaire. Il explique très bien pourquoi et comment on vit en Russie. Et voilà, bref. Évidemment, il faut adhérer après au système. Mais c'est intéressant et c'est un point de vue intéressant. Et surtout qu'il est assez critique, hein, notamment sur des éléments qui ne fonctionnent pas très bien au sein du système russe, quand il parle de la corruption, ainsi de suite. Il explique très bien tout ça, puisque justement, un de ses jobs, puisqu'il est il a une boîte de ressources humaines, c'est également d'appuyer la ruspatriation des gens qui veulent venir habiter en Russie ou s'expatrier en Russie. Donc il ne peut pas mentir. Il est obligé de dire les réalités. Et enfin, dernier point, donc sur Sud Radio, une excellente intervention de Anne-Laure Bonnel, hein, je rappelle, hein, quand même, c'est une femme jeune et très courageuse et qui a été sur plusieurs théâtres de guerre, celui de Donbass, mais également celui de l'Arménie, du Haut-Karabakh, et qui a fait une très très bonne intervention sur Sud Radio en parlant de son vécu et puis une réflexion tout à fait humaniste par rapport aux réalités de la guerre et notamment celle des soldats qui la font. Voilà, ben écoute, j'ai terminé. Je pense pas qu'on ait été si long que ça d'habitude, hein? Si, Non? si, mais on a. Vas-y, tu Voilà. reviens. Voilà. Bon, ben, on a dit du mal de tout le monde, là, hein. Je veux dire, on a Sauf fait de une nous. copieuse garde-robe. Alors, pour ceux qui vont avoir du mal à attendre les punchlines de notre ami Hervé euh, entre deux, enfin, dans la semaine, je leur conseille, une fois de plus, de s'abonner à son compte Twitter. Il fait un travail de veille important et c'est assez souvent assez drôle, hein, donc profitez-en. Bien, donc je vais vous remercier de votre attention à tous, de votre soutien, qui est quelque chose de précieux, d'important. Et puis on va continuer, j'espère. Le 26 février, c'est dans 9 jours. Oui, non, non, ce sera pas avant que, encore que l'audience du 26 février, non, c'est samedi ou dimanche prochain, pas celui-là, le suivant. L'audience de la CIJ, ça, ce sera un événement assez important, mais je ne pense pas qu'elle ait lieu ou le samedi ou le dimanche. Elle sera donc probablement le lundi 27, donc elle n'aura pas encore eu lieu lors de notre prochain enregistrement. Tout ceci n'est pas grave. On trouvera bien le moyen d'en parler de façon, j'espère, pertinente. Voilà, merci Hervé, encore une fois. Merci à tous. Dernier appel, ceux qui veulent le PDF m'envoient un petit message sur l'email qui est en description. Voilà, et puis je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Donc, à très bientôt.